une jeune fille qui avait déclenché une crise d'asthme. Des gens avaient jeté, c'était un bizutage dans un amphi de fac, et les gens avaient jeté du talc, je crois. Et le talc est allergisant chez certaines personnes asthmatiques. Et le talc, en retombant, avait déclenché chez une fille une crise très spectaculaire. Elle était franchement limite. Alors, il y a ça. Et dernière petite chose que je voulais dire, c'est qu'il y a toujours une petite note dans l'asthme qui est une note psychologique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont déclencher une crise d'asthme, des gens qui sont allergiques aux poils de chat, ils vont déclencher une crise d'asthme alors qu'ils voient un chat au cinéma, par exemple. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est un truc qui a été bien étudié par quelqu'un qui s'appelait Laborie aussi, mais ça n'a rien à voir avec moi. Henri Laborie. Il mettait des rats qui étaient, asthmatiques. Il leur déclenchait une crise en faisant, dans la cage, il injectait un allergène. Et chaque fois qu'il injectait l'allergène, il déclenchait la crise. En même temps qu'il injectait l'allergène, il allumait une lampe. Il l'a fait plusieurs fois. Au bout d'un moment, il n'injectait pas l'allergène, il allumait que la lampe. Et les animaux faisaient une crise. Okay, donc il y a une part de psychologie là-dedans. Vous n'allez pas dire un asthmatique, c'est dans la tête. Hein, oui. Mais encore une fois, le relargage massif d'immunoglobine M, la même, c'est celle qui fait qui est larguée par les macrophages, déclenche ce genre de truc. Non, c'est redoutable. Donc vous avez des gens qui, pour presque rien, vont déclencher des crises spectaculaires. Simplement le fait qu'ils reçoivent, par exemple, ils battent des œufs, ils vont recevoir une goutte d'œuf, ils sont allergiques à l'œuf, et ça va donner des catastrophes. C'est sérieux là. Et les rats peuvent faire de l'asthme, des crises d'asthme. Ils ont toutes sortes de maladies, il suffit de sélectionner les rats pour qu'ils fassent tel type de maladie. Carrément, ouais, c'était que pour les hommes. Ça. Non, du tout. Vous avez des animaux qui sont asthmatiques, les chats, les chiens. Les chats asthmatiques. Oui, mais en fait. Là, ils ne peuvent pas vivre, là, ils ont des poils sur eux. Je ne sais pas si repassez-vous le film, et si vous avez déjà vu des chats en difficulté respiratoire, c'est souvent assez spectaculaire. Et la définition de l'asthme, c'est un frein expiratoire. Et les chats ont parfois un frein expiratoire. Donc ils sont exposés à quelque chose, ils vont renifler quelque chose, et ils vont déclencher une sorte de crise d'asthme. Seulement, ça ne va pas plus loin que ça. J'ai jamais entendu parler d'un chat qui fait une meurt de crise d'asthme. Mais le côté frein expiratoire, c'est typique. Vous avez deux types de choses très spectaculaires chez les enfants. C'est la crise d'asthme, avec un enfant qui a un frein comme ça expiratoire. Et à côté de ça, vous avez celui qui a un frein inspiratoire, qui fait avec un bruit de cornage. Okay. Mon chat faisait ça souvent aussi, c'est vrai. Mais les enfants font ça aussi, ça s'appelle une laryngite. T'avais un chat qui avait de l'asthme. Oui, ouais, finalement. C'est trop bizarre. Au final, ouais. Tu peux avoir les deux. Ouais. Bon, je termine. Qu'est-ce que c'est la définition de l'asthme? C'est brutal, en règle générale. On parle de crise. Il y a un fond asthmatique, mais d'un seul coup, les choses se dégradent. Bronchiole terminale, ce n'est pas les grosses bronches, c'est les bronches les plus fines. En réalité, ça va être très difficile de traiter les gens qui sont encombrés par des mucosités. Ça va être difficile de traiter avec un spray tout seul les bronches terminales. Donc on va les nébuliser, on va leur mettre un appareil qui nébulise, qui fait des toutes petites gouttes de bronchodilatateur. Et c'est expiratoire, je vous l'ai dit. Donc, ouais, 2000 morts par an, ça fait quand même beaucoup. Mais on revient de loin, hein, parce que ça a été, j'imagine, au moins 5 fois plus. Ouais. Voilà. Mais non, vous pensez que c'est 5 fois plus? Non, c'était non. Je pense que c'était bien plus rapide. Bon, il y a eu un énorme effort qui a été fait parce qu'on les a habitués à s'éduquer. Ils ont tous, normalement les jeunes, ils ont un appareil dans lequel ils soufflent tous les matins et ça leur donne une idée de la variation de leur capacité respiratoire. Pour les asthmatiques, qui mesure, c'est ça? Hein? C'est l'appareil qui mesure là. Ouais, c'est ça. Donc on les éduque avec ça. Et d'un autre côté, on a changé notre façon de faire. Maintenant, on leur donne des mégadoses de corticoïdes et surtout, on les nébulise. On leur apporte le bronchodilatateur en nébulisant. Le spray, ça n'allait pas jusqu'aux bronches terminales.
la nébulisation va jusqu'aux branches terminales. Ah, c'est une espèce de Et on truc là, le long truc là, bizarre. Non, la nébulisation, c'est on les fait respirer avec un masque, avec un réservoir, juste en dessous. Ah, ok. Ouais. Bon, ce que vous voyez là, Et c'est qu'on est- long. oui, ça c'est le peak flow, c'est ce qu'on leur demande de faire tous les matins. Et quand ils sont en crise, on leur demande de voir combien ils font. Donc quelqu'un normalement devrait avoir un peak flow à 600, eux ils sont limités à 400. Si un jour ils se mesurent à 350, à 300 et à 250, il faut impérativement qu'ils consultent, parce que ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Donc s'ils sont cortiqués, ils le font. Alors, sauf les très jeunes qui sont un peu en phase de rejet de leur asthme, en général ça se passe bien, quoi. Oh, voilà, cette image-là est beaucoup plus parlante. Comment ça se passe là, alors, vous avez à gauche une bronche normale. Une bronche normale, ça veut dire que là vous avez la musculature de la bronche, là vous avez les vaisseaux artériels, là vous avez les vaisseaux veineux, là vous avez la muqueuse interne avec l'appareil qui sécrète le mucus et son cil. Ok, voilà, situation normale. C'est quoi au milieu, pardon, j'ai pas... Là c'est l'espace, c'est la bronche. D'accord. La bronche, la muqueuse, un espace comme ça, qui est un espace qui n'est pas un espace virtuel, c'est un espace où il y a des cellules, et la musculature autour. Quand vous avez une inflammation bronchique, c'est-à-dire quand vous commencez à faire une crise d'asthme, la musculature elle est gorgée de sang. Là, vous avez les vaisseaux qui sont congestifs, c'est-à-dire qu'il y a du sang dedans, tous, les artériels et les veineux. Congestif, Vous avez dit, pardon. Congestif. congestif, c'est-à-dire gorgé de sang. D'accord, merci. Là, vous avez à l'intérieur une accumulation de mucus. Donc c'est entre autres ce mucus aussi qui empêche l'absorption du bronchodilatateur qui est le traitement. Et vous avez donc ici accumulation de mucus, et vous voyez bien, là on part d'un espace, on appelle ça une lumière. L'intérieur du tuyau, il est large. Là, l'intérieur du tuyau, il a quand même sacrément rétréci. Et là, on arrive à la catastrophe, c'est-à-dire à la crise d'asthme. Donc vous avez une ceinture de muscles qui est gorgée de sang, qui est véritablement totalement saturée. Idem pour cet espace-là, idem pour les vaisseaux qui sont très congestifs. Et vous avez un espace là qui est véritablement très très restreint. Alors, la seule façon d'arriver à résoudre ça, c'est de donner ce qu'on appelle des bronchodilatateurs. C'est quoi le bronchodilatateur? C'est le spray. Il agit sur quoi le spray? Il agit sur ça et ça. C'est-à-dire qu'il va relaxer, il va avoir tendance à rater à cette situation-là, en relaxant le muscle et en relaxant tout cet espace-là. Ça ne se fait pas de manière... quand les gens sont en grande crise, ça prend un quart d'heure, 20 minutes au mieux, hein, au mieux. Quand les gens sont à cet état-là, qui est un état d'inflammation bronchique seul, ils font un effort, ils se prennent 2 coups de spray, et puis retour à la case départ, quoi. Ça va bien. Et puis s'ils refont un effort, ils vont être de nouveau obligés de se mettre un coup de spray. Ok? Vous avez l'explication. L'œdème pulmonaire aigu. L'histoire naturelle d'un œdème pulmonaire, c'est simple. Vous avez des gens qui sont en insuffisance cardiaque. On verra ça peut-être ensemble, je ne sais pas quand. Oui, c'est 2 octobre. Donc, c'est quoi l'insuffisance cardiaque? C'est des gens qui ont un gros cœur qui n'est pas très fonctionnel, parce qu'ils sont hyper tendus, par exemple, ou ils ont fait un infarctus, et plusieurs infarctus souvent. Donc ces gens ont un cœur qui se contracte mal. C'est un cœur qui a du mal à ramener le sang de la périphérie. Ces gens, donc, vont avoir une accumulation de sang, en particulier au niveau des jambes, parce que c'est là où il faut le ramener. Donc vous allez avoir des mollets, des chevilles qui vont enfler, des cuisses qui vont enfler. Pourquoi? Parce que les valvules qui servent à remonter le sang au niveau des veines sont complètement inefficientes, quoi. Donc c'est des gens qui se couchent la nuit avec un bas de contention, hein, par exemple, qui se lèvent le matin, qui ont une activité toute la journée. Le bas de contention, il n'arrive pas à contenir complètement l'accumulation de sang en périphérie. Imaginez qu'il n'y ait pas de bas de contention, alors là c'est la cata, hein, parce qu'il n'y a rien pour aider, pour faciliter le
Et ces gens, quand ils s'assiedent le soir, ou quand ils s'allongent le soir en particulier, spontanément, ils ne peuvent pas se mettre en position allongée, ils sont obligés de se mettre demi-assise, ou parfois ils sont obligés de rester en position assise, parce que tout le sang qui est accumulé en périphérie au niveau des membres inférieurs repart dans la circulation générale. Et il repart en particulier au niveau des poumons. Et donc, vous avez un retour sanguin très important au niveau des poumons. Comment on peut gérer ça? Eux, déjà, ils le gèrent d'une certaine façon, parce qu'ils ne peuvent pas rester allongés, ils se mettent assis, demi-assis. Et la seule façon d'arriver à gérer ça, c'est de leur donner des diurétiques. C'est des médicaments qui les font pisser. Ok. Voilà, ça c'est l'histoire naturelle. Donc vous avez des personnes âgées, en règle générale. Très fréquemment, c'est beaucoup plus féminin que masculin. Je pense qu'il doit y avoir un pourcentage au moins de deux femmes pour un homme. Et pourquoi? Aussi parce que les femmes vivent, disons, de plus que les hommes souvent. C'est une pathologie très évoluée. Les femmes font de plus en plus d'infarctus en plus. Donc c'est des gens qui se lèvent le matin avec des mollets des chevilles relativement normales et qui dans le courant de la journée accumulent. Vous rajoutez à ça, c'est des gens souvent qui sont hyper tendus, qui ne devraient pas faire d'excès de sel. Et en rigolant, on dit souvent dans les SAMU que c'est la pathologie du dimanche soir. C'est la dame, elle mange 6-8, mais pas plus. Et puis le soir, avec l'excès de sel, il y a encore plus d'accumulation de flotte. Ok. Voilà. Donc, vous avez ni plus ni moins toutes les alvéoles qui se remplissent d'eau. Pourquoi? Parce que le sang, il est sur pression et il n'y a pas que le gaz carbonique qui sort, il y a aussi du liquide. Le liquide, c'est quoi? C'est le sérum qui sort dans les alvéoles. Donc, c'est ni plus ni moins comme une noyade interne, quoi. Ok? Alors, c'est très spectaculaire. Quand les gens sont au début de la crise, on les ausculte, on entend ça crépite un petit peu aux bases, et puis ça monte comme une marée. Comme ça, ils sont en position assise. Et à la fin, ils ont les poumons complètement pleins, et ils ont une mousse qui sort de la bouche, avec une mousse rouge, et ils ont quasiment explosé toutes leurs alvéoles. En général, si c'est ça, quand on les rattrape, il faut les intuber, les ventiler, et sauf qu'il peut. Hein. Ah ouais. Voilà, on parle de l'embolie pulmonaire, sa définition. Alors, on a vu pour les facteurs déclenchants, en fait, il y a des situations bien particulières dans lesquelles les gens font des phlébites. Pourquoi est-ce qu'on fait une phlébite? Parce qu'on est en général bloqué. Alors, on parlait tout à l'heure du type qui ne peut pas bouger pendant ces 5 ou 6 heures dans l'avion, et les phlébites les plus fréquentes, c'est chez les gens qui sont immobilisés par un plâtre. Ouais, c'est pour ça qu'on leur met sur des anticoagulants. C'est pour ça qu'on met maintenant dans tous les hôpitaux militaires, j'y reviens encore une fois, dans tous les hôpitaux militaires, dès l'instant où vous êtes alité, où on vous met, quel que soit votre âge, on vous met des bas de contention. Je me suis trouvé hospitalisé il n'y a pas tellement longtemps que dans l'hôpital militaire, ça fait très drôle, quoi. On se retrouve avec des bas et puis la petite culotte qui ne ferme pas derrière, on n'a qu'une envie, c'est de sortir. Mais des bas de contention féminin avec oui. une dentelle. C'est ce que les hommes mettent. C'est unisexe que je sache. Non, enfin, sauf que le mien, il était pas rose, il était blanc. Non, c'est pas ce qui parle. Non. Les bas de contention, ça s'arrête ici, ça monte pas. Ben oui. Ouais, mais il y a une petite... Bon, bah, ça fait un côté féminin quand même. Non. Ouais, il y a des choses plus graves si ça peut sauver les gens. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est une situation qui est très, très fréquente, l'immobilisation par un plâtre. L'immobilisation en position couchée fréquente, chez la femme qui vient d'accoucher, c'est très fréquent encore. C'est une cause d'embolie pulmonaire chez la femme enceinte, c'est la femme qui vient d'accoucher. Donc, d'où est-ce qu'il vient ce caillot qui fait une embolie pulmonaire? Ils peuvent venir que de la périphérie. Là, vous voyez l'image à gauche, c'est ce qu'on appelle une artériographie. Vous avez l'image de tout l'arbre vasculaire du côté droit du thorax. Donc vous voyez ici, c'est parfaitement clair, l'artère pulmonaire qui a absolument tous ses rameaux. Et ici, d'un seul coup, il y a un caillot ici, et vous n'avez plus rien, il n'y a plus de son, plus d'image. Si c'est brutal, ça peut être mortel.
si vous avez d'un seul coup comme ça une amputation de 20 à 30% de votre capacité pulmonaire parce qu'il y a un caillot, ça peut être tout un tas de petits caillots comme des petits pois, comme ça peut être un caillot long de 20 cm. Hein. Donc ce caillot, il va partir, il va être décroché de la périphérie. En règle, c'est la cuisse, ça va être le creux poplité, c'est-à-dire cette région-là, le creux du genou, ça va être la cuisse et le petit bassin, pour la chirurgie du petit bassin, chez la femme enceinte, c'est ça. Mais la cause est vraiment majoritaire d'embolie pulmonaire, c'est une phlébite qu'on appelle une phlébite surale, c'est une phlébite qui est au niveau du mollet. Et les causes sont quasiment toujours les mêmes, à savoir une immobilisation. Voilà l'image. Le caillot se décroche, alors le caillot vous le mettez où vous voulez, hein. Il peut partir du dos du pied, hein. Mais il ne sera pas très volumineux. Le problème du caillot, c'est que lui, il se fixe au niveau d'une blessure, au niveau de quelque chose, d'une effraction veineuse. Il y a un endroit où il se passe quelque chose de niveau veineux. Vous avez un caillot qui commence à se former. Le caillot, il va se promener. Le caillot, il va aller dans le sens du courant. Oui, il se déplace. Il se déplace et à un moment, il va partir. Ou alors c'est juste le petit pois qui s'en va parce qu'il n'a pas eu le temps de s'accrocher. Ou alors, vous avez un caillot très important qui part dans la circulation. Et plus le caillot est important, non. Quand on dit qu'il va au cerveau, c'est là où c'est... Par exemple, il est à la jambe et vous vérifiez qu'il monte au cerveau, non? Non, il ne peut pas. Là, c'est le cœur droit. C'est du sang veineux. Okay. Donc, il peut arriver que dans le cœur droit. Et du cœur droit, il peut repartir que dans les poumons. Okay. Vous pensez à autre chose. Okay. C'est un autre type d'embolie. C'est l'embolie cérébrale. Et ça, c'est un caillot qui se forme au niveau du cœur gauche. Et du coup, bah oui, voilà. Et ça, c'est mortel, c'est l'accident vasculaire cérébral ischémique. Ouais. C'est pas mortel, c'est redoutable. Voilà, autre schéma. Donc vous avez bien compris. Vous ne mélangez pas, c'est très classique, hein, y compris chez les médecins, cette erreur de l'embolie pulmonaire, ça vient de la périphérie, et l'embolie cérébrale, ça vient du cœur gauche. Donc là, vous avez un caillot dans du système veineux qui arrive dans l'oreillette droite, qui passe dans le ventricule droit, qui part dans la circulation. Il a le choix, il va là, de ce côté-ci, il est parti dans le poumon gauche, mais il aurait pu partir dans le poumon droit aussi. En règle générale, il va boucher qu'un seul poumon. Si vraiment il est très volumineux, il peut boucher cette région-là, mais il est mortel à ce moment-là. Ouais. Le souci, c'est que plus le caillot est volumineux, plus il va provoquer de perturbations quand il va passer au niveau du cœur. Vous imaginez bien que là, le passage entre l'oreillette gauche, l'oreillette droite et le ventricule droit, ça ne se fait pas sans dommage. Hein. Ça va donner un trouble du rythme. Donc très souvent, le signe annonciateur d'une embolie pulmonaire, c'est un trouble du rythme, c'est une syncope. Donc les gens, quel que soit l'âge, s'écroulent. Vous avez des gens très jeunes qui font ce genre de gags. Parmi les gags que l'on peut rencontrer, ça concerne surtout les femmes fumeuses, les femmes sous pilule. Ouais. Alors, le pire, souvent, c'est que les gens peuvent avoir un travail très statique. Imaginez une coiffeuse. Une coiffeuse, elle piétine, elle n'a pas intérêt à avoir un mauvais état veineux. D'où l'utilité de faire des cures de varices. C'est vrai aussi d'une vendeuse. Hein. C'est quoi des cures de varices? C'est-à-dire qu'on va supprimer tous les varices. Une varice, c'est quoi? C'est le signe que le système veineux dysfonctionne. Je vous avais sans doute la notion. Le système veineux au niveau des membres inférieurs, une veine au niveau du membre inférieur, il y a des valvules comme ça. D'accord. Donc, chaque fois que vous avez le cœur qui pulse, vous avez le sang qui monte, et il y a un système anti-retour. Okay. Ah oui, c'est ça, et puis... Quand vous avez une varice, c'est qu'à cet endroit-là, ça ne le fait plus. Vous avez la valve qui est là, comme ça, qui ne retient plus rien.
Et en fait, la coiffeuse reste tout le temps, elle piétine, elle marche un petit peu, c'est ça? Oui, oui, enfin, en attendant, elle est debout, elle va être debout 16 heures par jour. crée des vagues. Ah, c'est pas Ouais. bon d'être debout. Non, piétiner, surtout piétiner, c'est vrai aussi d'une vendeuse. Alors ça, c'est quelque chose. Il y a des, c'est très particulier au genre humain, la varice, en fait, parce que les animaux, ils sont pas du tout sujets. Bah oui. Les chats et les chiens, genre. On a quelque chose de très, très particulier aussi, c'est les hémorroïdes. Aucun animal n'a d'hémorroïdes. Ah ouais. C'est quoi C'est l'hémorroïde, c'est le même principe. C'est une gêne au retour veineux, quelle que soit la cause de l'hémorroïde. Vous ne verrez jamais un animal avoir une hémorroïde. Ouais. Tout ça, ça tient à la position debout. Parce que Comme un hémorroïde. la pression qu'il faut pour tenir un bonhomme debout, pour faire remonter le sang à 1m30 ou 1m40 la hauteur du cœur, elle est importante. Et dans le sang veineux, la pression est moins importante que. Bah, la pression artérielle chez l'homme, elle est très importante. Ouais. Relativement à sa taille, c'est assez exceptionnel, quoi. Là, vous avez des pressions qui sont aux alentours. L'individu normal, il devrait avoir 12,7. C'est énorme, quoi, par rapport. Ça explique la fragilisation des organismes. Voilà. Donc vous avez première option, la pire, à gauche, avec l'embolie pulmonaire, le caillot qui se promène en bloc, qui va d'un seul coup tout boucher. Là, c'est plus de son, plus d'image. D'un seul coup, c'est arrêt cardiaque propre et net. Et à droite, vous avez, Plusieurs. on appelle ça des lâchers de ballon en médecine. Vraiment? Oui. Donc vous avez tout un tas de petits trucs répartis. Ce qui est très étonnant, c'est que vous avez des gens qui ont très peu de caillots, mais qui décèdent quand même. Et vous avez des gens qui ont des caillots très volumineux, mais qui sont relativement bien tolérants. Un gros caillot qui va boucher le bloc pulmonaire gauche, il est compatible avec une survie. Ok ? Pourquoi ? Parce qu'il reste 60% de poumons à droite. Ouais, bah ouais. Mais à côté de ça, vous avez des gens qui décèdent simplement d'un lâcher de caillots qui ne va emboliser que 20% du territoire vasculaire. Le tout, c'est la brutalité. Et à côté de ça, vous avez des gens qui relarguent des caillots en permanence. Chez des gens en particulier qui ont des cancers. Et quand vous regardez on fait un autre type d'examen. On fait un examen qui montre à la fois le rapport entre la ventilation et la perfusion. Quand vous leur faites un certain type d'angiographie, vous voyez, c'est une vraie catastrophe. Vous avez un vrai lâcher de ballon. Mais c'est compatible avec la vie. Oui. Autant dire qu'ils sont sous anticoagulants, ces gens. Fini. C'est bon pour vous? Ouais, nickel. Là, merci de votre attention. Merci à vous. Du coup, on se revoit le 2, c'est ça? Le 2, je vais essayer, je ne me rappelle plus l'intitulé exact. Est-ce que c'est mot pour mot ce que c'est anatomie cardiaque, cardiovasculaire? Cardiovasculaire. 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 Vous vous rappelez tout comme ça? Non, c'est parce qu'on en a parlé ce matin par Ah, SMS. Sinon, j'allais dire, ouah. Est-ce que c'est possible de faire une dose? Oui, oui, tout à fait, ouais. Mais en fait, il faut quand même se mettre la mégadose. Je pense que le GHB, il est plus toxique de manière chronique qu'en phase aiguë. On dit que c'est un médicament qui a un index thérapeutique très élevé. Moi, j'ai jamais entendu parler de gars de GHB. Merci. Apparemment, en fait, c'est le truc des soirées parisiennes, c'est le GHB, c'est nouveau. C'est nouveau, enfin, c'est un Et retour. on appelle ça les soirées domino. Ouais. Et les gens, ils tombent Ouais. Non, enfin, le problème, c'est c'est inconscient. c'est pas les chiens du GHB, c'est que ça déconnecte. Ça ralentit le cœur, ça ralentit la respiration. Ouais, ok. Mais S'il faut on en a pas. C'est pas une overdose parce qu'ils n'ont pas de déficit respiratoire. Il faut vraiment la mégadose. Il faut s'entendre sur le terme d'overdose. Quand on dit overdose, c'est qu'il y a risque vital. Non, mais se mettre Apparemment, soi-disant, il y en avait un, il faisait de la mouche, je sais pas comment. Ouais, bah oui, là on est dans l'overdose. Mais est-ce qu'ils ont pris que ça? Que je sache,
que le GHB, c'est pas une source de gag. Tout ça, c'est pas très satisfaisant parce que ça vous. C'est pas dissociant. Non, mais Je sais non, pas, par exemple, ça fait toujours des soirées parisiennes. Ouais, non, mais le problème, c'est que le GHB historique, celui qui existe depuis 50 ans, qui a été utilisé pour tout et pour rien, qu'on utilisait beaucoup en anesthésie, moi j'ai utilisé je vous disais aussi que j'avais un copain qui me prenait l'anesthésiste qui prenait pour s'endormir. Et tout, c'est dosé. Si on sait le doser, c'est pas un problème. Si vous surdosez, normalement, vous allez simplement augmenter la durée de votre. Du trip, oui. Non, pas du trip, c'est pas un trip. Le GHB, c'est celui dont vous parlez, vraisemblablement, il doit être trafiqué. Le GHB, c'est une molécule qui ne sert, c'est qu'un anesthésique. Ça sert qu'à ça, ça sert à déconnecter. Ah ouais, bon, Ce qui est bien, c'est que les gens sont déconnectés, mais si on dose bien, on peut les réveiller sans problème, on peut faire d'eux presque tout ce qu'on veut. C'est la drogue du violeur, historiquement c'était ça. Ouais. C'est pas un médicament dangereux. Ça a été utilisé toutes les grandes écoles d'anesthésie dans les années 70-80. C'est peut-être pas le même, oui. Bah, déjà, c'est un truc qui est super facile à fabriquer chez soi. C'était fabriqué dans les années 60, c'était très utilisé par les bodybuilders. Ouais. Oui, aussi. Et on doit pouvoir rajouter un truc pour que ça dure ou que ça soit un peu différent. C'est beaucoup plus sympa de se prendre du Guétalard ou de l'Extra que de calquer avec ça. Je sais pas. Si c'est pour s'assommer. Bah non, c'est pour faire la fête. Ouais. Non, ça baisse le seuil de vigilance, ce qui fait que ça autorise quand même d'être un peu plus imprégné, un peu plus disponible. Ouais. Je trouve que ça fait. C'est pas suffisant pour moi. J'avais une autre question. Ah oui, les signes de thanatomorphose, est-ce qu'on les a? Enfin, c'est pas les mêmes chez les animaux que chez les humains? Je pense que c'est lié au derme. Ouais. Est-ce que c'est pas les mêmes quand on dit par exemple qu'on perd un degré par heure, ça va pas être le cas pour un animal? Non. Bon, bah, déjà, je pense que la peau pour nous, c'est vraiment un site d'échange. Hein. Quand vous mettez quelque chose sur la peau, sur le cuir d'un animal, a fortiori avec la fourrure, ça doit fonctionner de manière tout à fait différente. Je pense que la peau, la variation thermique, elle est quasi immédiate, j'ai l'impression. Ça va très vite, c'est pas 1 degré, c'est 0,8. Et en fait, ça va super vite. Quand vous prenez un clochard à 37 degrés qui s'endort sous un porche en plein hiver, le lendemain matin, il est à 0 degrés, ça va à toute vitesse. Il y a l'instant où il est exposé, il y a la convection. La convection, c'est l'échange par la peau, mais le contact, la conduction, ça va beaucoup plus vite. Hein. C'est ça qui tue les gens. La convection, ça va fonctionner beaucoup si vous êtes exposé au froid, avec du vent par exemple. Mais simplement le fait d'être, je pense, d'être exposé pour un animal, ça ne doit pas aller aussi vite que sur un homme. Je pense pas. Les animaux sont quand même constitués pour résister à ça. Moi je parlais juste surtout des signes de mort. Enfin, est-ce qu'on peut évaluer l'heure de la mort de la même manière qu'un homme? En tout cas un animal, ça va pas être les mêmes. un animal. C'était ça ma question. Il y a un autre truc, c'est que les animaux, quand vous trouvez qu'ils durcissent vite, c'est en général c'est la phase d'agonie. La phase d'agonie, ça les remplit d'acide lactique. Et donc, dès l'instant où ils ont souffert, dès l'instant où ils ont couru, où ils se sont battus, à ce moment-là, ils sont renfarcis d'acide lactique. C'est pour ça que vous ne pouvez pas manger un animal qui a été chassé à court. En fait, tout dur. Ouais, tout dur.